mesdames et messieurs, et bienvenue à cette session sur la transition fulgurante, comment tirer parti des nouveaux modèles de société. Je suis Annick Devancé, je préside l'association Jump pour l'égalité en France et je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ce matin pour cette 5e édition. 5 ans de Jump, et nous sommes effectivement accueillis par le CDE aujourd'hui, c'est une vraie reconnaissance pour nous dans le travail que nous faisons au quotidien avec vos entreprises. Alors pourquoi la transition fulgurante? Comment tirer parti des nouveaux modèles de société? Et nous avons emprunté ce titre à un ami qui s'appelle Pierre Langini, qui est ingénieur de formation. Il est également président-recteur de l'Université catholique de Lille et c'est un homme visionnaire qui est l'auteur d'un livre que je vous recommande d'ailleurs qu'on a en librairie pour vous, qui s'appelle La transition fulgurante. Et donc le deuxième opus qui vient de sortir récemment, qui s'appelle La fulgurante récréation. Ça n'est pas un roman, ça ne se lit pas, je vais dire comme un petit pas, mais en tout cas les idées qu'il propose sont extrêmement novatrices. Et nous souhaitions relayer, en tout cas, auprès des participants du Forum Jump, l'ensemble des idées qu'il promeut dans ses ouvrages. Qu'est-ce qu'il dit dans cet opus? Il nous dit que nous vivons plus qu'une crise, nous vivons une transition fulgurante d'un ancien monde vers un nouveau monde. Et que cette transition fulgurante est issue de la révolution digitale, économique, technologique, du changement des modes de coopération entre les hommes et les machines, de l'économie créative, mais surtout, cette transition fulgurante remet en question les modes hiérarchiques de management pour un leadership plus collaboratif, pour un leadership dont les modèles d'organisation traditionnels vont au profit de la créativité et de l'innovation. Alors quel impact pour l'homme, et en particulier la femme, dans ce monde hyper connecté et interconnecté? Une opportunité aussi pour les femmes au talent leadership plus collaboratif? Ou est-ce qu'on risque, pour une population de femmes ultra éduquées, mais dont les compétences développées ne correspondent pas aujourd'hui aux besoins de ce milieu encore très masculin, de la technologie et du numérique, nous allons travailler sur cette thématique qui nous semble extrêmement importante déjà. Comme keynote, nous avons demandé à Leila Turner de Faber Novel de venir partager avec vous les connaissances de son entreprise, puisqu'ils ont fait une étude qui s'appelle les GAFAnomics, et nous avons souhaité pouvoir vous éclairer sur ce sujet-là à travers cette étude. Donc Leila, tu es CEO de l'agence d'innovation Faber Novel Innovate. Tu manages une équipe de talents interdisciplinaires, des designers, des analystes, des ingénieurs, dont la mission est de tirer parti du numérique pour leurs clients, afin de nourrir toute leur stratégie, leur propre expérience client et surtout l'engagement de leur écosystème, puisque nous sommes dans une façon de travailler bien différente aujourd'hui. Tu vas partager avec nous donc les résultats de cette étude, GAFAnomics 1 et 2, à savoir Google, Amazon, Facebook, Apple, les economics de ces entreprises, plein de choses à apprendre. Je vous demande d'applaudir Leila et de l'accueillir. D'avoir été invitée pour introduire cette belle initiative ô combien utile qui est Jump 2016. Effectivement, je vais vous parler d'un milieu qui est le milieu du numérique ou le milieu de la tech, comme on l'appelle entre nous, qui est évidemment un milieu très changeant et qui a des impacts sur l'entreprise, sur l'économie, sur la société en général. Juste un mot très rapide, même si Annick était parfaite dans sa présentation pour nous parler de Faber Novel Innovate. C'est une agence d'innovation qui aide donc les grandes entreprises à tirer parti de cette économie numérique. On a une vision plutôt optimiste de ce que la technologie peut nous apporter et on a une approche également qui est basée sur les usages, finalement plus que sur la technologie en tant que telle, et je pense que ça va être un des sujets pour nous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je voudrais partager avec vous quelques éléments de ce qu'on appelle donc ce nouveau monde, et tout d'abord une première conviction.
Vous connaissez peut-être ce monsieur, il s'appelle William Gibson, c'est un auteur de science-fiction. Alors, pourquoi j'ai choisi cette citation? La science-fiction et en l'occurrence également le mouvement cyberpunk auquel il appartient, ça reste une source tout à fait intéressante d'inspiration pour essayer de se projeter et de savoir quel va être ce monde de demain. Je suis tout à fait sérieuse sur le sujet. Mais au-delà de ça, le fond de ce qu'il raconte me paraît tout à fait pertinent. Il nous dit que le futur est déjà là, il n'est simplement pas distribué de manière équitable. Les voitures connectées, l'intelligence artificielle, les robots, tout un tas de choses dont vous entendez, j'en suis sûre, parler dans la presse au quotidien, sont effectivement des réalités technologiques aujourd'hui, mais leur impact ne s'est pas encore fait sentir parce qu'ils ne se sont pas massifiés, ils n'ont pas été distribués sur notre société, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder parce que depuis 2013, plus de la moitié de la population mondiale a accès à Internet. Et vous voyez qu'on projette que d'ici l'année prochaine, en 2017, environ 70% de cette population mondiale, donc de nous tous, auront accès à Internet. Donc on est véritablement en train de fournir un nouvel outil, un nouveau monde à une partie très très significative de la population. Et plus qu'un accès à Internet, le numérique et les nouvelles technologies rentrent de manière très perméable dans nos vies. Ce ne sont pas des moments discontinus avec des connexions et des déconnexions. Le numérique est véritablement rentré dans toutes les tranches de nos vies. Alors ça, c'est un graphique un peu amusant, je trouve, qui montre à quel point nous sommes connectés en permanence. Je suis sûre que vous-même, le matin, vous vous précipitez sur votre téléphone pour regarder la météo, ou les news, ou vos emails. On note aussi que certaines personnes ne déconnectent jamais, puisque même pendant leur sommeil, on a toujours une certaine proportion de la population qui monitore son sommeil, ou qui écoute un podcast ou de la musique. Et puis, de manière peut-être un petit peu plus intéressante, on voit qu'au cœur de nos activités, au milieu de la journée, déjà plus de 50% de nos activités impliquent une connexion, un partage d'emails, un partage d'informations, la consommation d'un média avec le numérique. Et on a atteint parfois des pics de l'ordre de 70 ou 80% de nos activités qui utilisent cet Internet. Donc 7 milliards de personnes bientôt connectées en permanence et un dernier prisme pour regarder ce même phénomène, c'est également que c'est un phénomène mondial et massif. Et ça, on le doit essentiellement au mobile, à la révolution mobile qui permet aujourd'hui d'apporter Internet, le numérique, dans des endroits qui en avaient été pour l'instant privés, y compris avec l'informatique. Voilà, vous voyez dans cet exemple ici sur l'Afrique subsaharienne que le nombre d'utilisateurs mobiles, de personnes qui ont accès à un mobile est déjà supérieur au nombre de personnes qui ont accès à un réseau d'électricité, et très vite la 3G ou la 4G qui leur permettra de se connecter va être significative. Voilà, donc nous sommes tous connectés, quasiment en permanence. Cela bouleverse évidemment nos usages, ça bouleverse les standards, ça bouleverse tout un tas de choses dans nos activités. Et certains auront envie de parler de l'avènement d'un nouvel homme, d'un homo numericus. Cette photo, vous l'avez peut-être vue passer sur Twitter l'année dernière. Elle a fait un sacré buzz, comme on dit. Vous y voyez des étudiants, des jeunes, qui sont dans un musée, le Rijksmuseum à Amsterdam. Et elle a fait parler d'elle parce que très vite les gens se sont enflammés en disant c'est la fin de la civilisation, nous sommes tous perdus, regardez ces jeunes qui au lieu de profiter de ce chef-d'œuvre de Rembrandt accroché au mur sont collés sur leur téléphone. Et en réalité, la vérité, elle, a été beaucoup moins virale, malheureusement, comme toujours, mais ces étudiants-là étaient en train de remplir un exercice pédagogique au travers de l'application du musée, que leur avait demandé de télécharger, de consulter leur professeur, et donc ils étaient tout simplement en train de s'instruire sur l'art et de profiter de l'environnement du musée, mais d'une manière complètement nouvelle. Et comme un peu souvent, la génération d'avant a du mal à reconnaître dans la génération d'après qu'elle peut apporter quelque chose de positif. Voilà. Donc cet homme numérique, il est à inventer par nous tous, puisque finalement la technologie n'est qu'un outil, comme à chaque fois, et que c'est à nous de choisir la société qu'on va créer. Je voudrais donc vous parler un peu plus précisément maintenant de la manière dont cette nouvelle donne et ces nouveaux usages transforment l'entreprise. Effectivement, Annick
Il a gentillesse de mentionner une étude qu'on a publiée l'année dernière et qu'on a actualisée cette année qui s'appelle Gafanomics et qui analyse le modèle des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui sont des géants évidemment de cette nouvelle économie. De manière très simplifiée et très résumée, je m'en excuse d'avance, on aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure, la transformation économique, elle est la suivante. Dans l'ancien monde, représenté ici par une entreprise traditionnelle comme Ford, vous êtes dans une économie de la concentration. Ça signifie que votre valeur réside essentiellement dans les actifs dont vous êtes propriétaire. Vous allez chercher de la matière première plutôt en abondance, vous la concentrez en un lieu unique, typiquement une usine, et vous faites de la production de masse. Et vous créez ainsi une sorte de chaîne de valeur assez linéaire et vous êtes dans le contrôle de la rareté. Dans l'économie numérique, l'économie de réseau, tout est assez différent. Nous sommes dans une économie qui est distribuée, où la valeur réside moins dans les actifs que dans votre capacité à créer du lien, à créer de la connexion entre différentes parties prenantes. Le travail est beaucoup plus distribué, vous n'avez pas forcément de lieu de production figé et unique, et vous êtes en mesure, ça c'est très important, on y reviendra, de gérer de la production à l'unité, et non pas une production de masse. La valeur est beaucoup plus partagée, puisqu'on n'est plus dans une chaîne linéaire de création de la valeur, mais davantage dans une boucle où chacune des parties prenantes va créer et également bénéficier de valeur, et on est plutôt dans la gestion de l'abondance et non pas dans le contrôle de la rareté. Alors c'est un peu conceptuel, mais tout simplement ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les organisations d'un nouveau genre, ce sont des organisations qui sont organisées en réseau, qui sont structurées en réseau, et qui savent tirer de la valeur de leur connexion. Ce monsieur ici, Marc Andreessen, qui est le fondateur d'un des plus grands fonds d'investissement mondial, dit, en référence, vous l'aurez compris, à l'expression du retail, ce qui a de la valeur aujourd'hui dans un monde connecté, c'est connections, connections, connections. Donc en référence à location, location, location dans la grande distribution. C'est effectivement ça qui va permettre à une grande entreprise de trouver de l'information et de tirer de la valeur. Dans cette nouvelle économie, vous avez des géants, des poids lourds, on en a parlé, ce sont les GAFA. Ces GAFA ne s'interdisent pas de sortir de ce que certains pourraient considérer être leur core business ou leur industrie originelle pour aller sur des secteurs complètement nouveaux à partir du moment où ils considèrent que leurs utilisateurs y trouveront un intérêt. Leur objectif derrière ça, c'est pour ça que vous avez des acteurs qui vont aller dans la grande distribution, dans la santé, dans le publishing, dans tout un tas de secteurs qui a priori n'ont pas de rapport les uns avec les autres. L'objectif pour eux, c'est de rester en contact le plus longtemps possible avec l'utilisateur et de capturer la part la plus grande de son temps digital. Et vous voyez que ces 4 acteurs uniquement capturent plus de 50% du temps connecté que nous avons. Autrement dit, 50% ou un peu plus même des actions que vous faites sur le digital sont faites sur une de ces plateformes. Cette proportion a légèrement tendance à baisser parce que vous avez quand même de nouveaux acteurs qui sont sur le sujet, et notamment, vous en avez quelques-uns à droite, Uber, Netflix, Avenatu, et notamment des licornes. Les licornes, ce sont des entreprises qui ont été très rapidement valorisées à 1 milliard de dollars et qui ont eu une croissance extrêmement rapide parce qu'elles se sont construites sur l'infrastructure de ces GAFA. Donc voilà un peu le nouveau genre d'acteurs que vous avez dans cette économie. Et puis, en dehors de capturer du temps de notre activité digitale, ils créent évidemment de la valeur et ce sont des géants économiques. Il est intéressant de noter que depuis l'année dernière, juillet 2015, la capitalisation boursière de ces 4 seuls acteurs, Google, Amazon, Facebook, Apple, a dépassé la valorisation boursière du CAC 40. Donc 4 entreprises relativement jeunes sont considérées comme valant plus et créant plus de valeur dans l'économie que nos 40 champions historiques. Comment est-ce qu'elles performent dans cette économie numérique, qu'elle dicte d'ailleurs beaucoup, et comment d'autres entreprises peuvent évidemment imiter ou en tout cas comprendre les leviers de ces entreprises et en bénéficier. Gafanomics en fait détaille 4 super pouvoirs. Je vais les passer très rapidement. Le premier, c'est que ce sont des entreprises magnétiques. Les entreprises magnétiques sont capables d'aller chercher ce qu'on appelle la capacité excédentaire. Un exemple très simple. Airbnb.
Une chambre que vous n'occupez pas pendant vos vacances ou vos week-ends est perdue. C'est ce qu'on appelle de la capacité excédentaire. La nouvelle économie numérique est en capacité d'aller chercher toutes ces petites unités excédentaires et de leur faire rencontrer une demande. C'est ce que fait tout simplement Airbnb, et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de proposer 2 fois plus de chambres qu'un acteur historique de l'hôtellerie comme Accor. Donc c'est aller chercher et tirer de la valeur de toutes ces petites unités excédentaires. Je vous disais tout à l'heure qu'on était plutôt dans une économie limitée que de la production de masse. Et puis un élément qui est tout à fait corrélé à cela, c'est que ce sont des entreprises infinies, qui dès le départ ont un objectif et une ambition internationale de conquête de l'ensemble des utilisateurs mondiaux. Pourquoi? Parce que leur modèle se fait à coûts marginaux décroissants. Ça veut dire qu'arrivé à un certain nombre d'utilisateurs, le client supplémentaire ne leur coûte rien et représente donc 100% de profit. Je vous ai mis ici l'exemple de Waze, que vous connaissez peut-être utilisé pour venir ici. Waze a été capable très rapidement de développer et de déployer son service dans 200 pays, quasiment sans investir davantage, puisqu'une fois que la technologie est là, ils peuvent la répliquer dans n'importe quel pays et avoir une base d'utilisateurs qui grandit de manière exponentielle sans avoir de coûts supplémentaires. Donc avoir quand même un client qui ne coûte rien de plus et qui est 100% de profit, c'est tout à fait exceptionnel et ça explique une partie de leur traction. A l'inverse, si on reste sur le modèle de Ford, si vous voulez à un moment servir un client supplémentaire, lui fournir une voiture supplémentaire ou aller dans un pays nouveau, vous allez devoir construire une usine à un moment en plus. Troisièmement, ce sont des entreprises en temps réel qui savent capturer et analyser de la donnée pour trouver le parfait point de contact avec leur marché. Vous voyez ici que Amazon est en capacité aujourd'hui d'ajuster ses prix plus de 2 millions de fois par jour, là où un géant du retail, disons plutôt traditionnel comme Walmart, est dans des proportions de l'ordre de 2000 fois par jour. Donc c'est un travail absolument constant d'adaptation, d'optimisation de leur proposition pour trouver le point parfait de contact avec leur marché. Et puis enfin, ce sont des entreprises de l'intime qui rentrent dans votre univers très personnel et qui jouent sur l'hospitality, sur le confort. Là encore, la gestion des données, mais aussi l'analyse des comportements et certains algorithmes très puissants permettent à une entreprise comme Netflix de vous faire des recommandations de contenu qui a priori vont vous intéresser, et y compris à telle heure ou telle heure du jour. On n'a pas envie de regarder la même chose à 4h du matin ou à 18h avec ses enfants. Aujourd'hui, 75% du contenu qui est consommé sur Netflix se fait sur la base de ces recommandations-là. Et il n'y a pratiquement pas, ou il n'y a pas, je voudrais dire, deux homepages, 2 pages d'accueil similaires entre 2 utilisateurs de Netflix. Voilà. Donc ça, c'est une entreprise également très intime. L'humain dans tout ça. Ces usages changent, le modèle de l'entreprise change fondamentalement, les business models changent fondamentalement. Quelle est la place de l'homme dans cette entreprise? Alors, la première chose qu'il faut noter, c'est qu'une des figures emblématiques de cette nouvelle économie, ça n'est pas le salarié tel qu'on le connaît, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur est, dans notre jargon, la nouvelle rockstar. Vous avez ici Bill Gates et Mark Zuckerberg, qui sont des icônes ou des figures pour certains de cette nouvelle économie. Ce sont eux les nouveaux modèles, c'est l'entrepreneur qui est le nouveau modèle de réussite, de succès financier, de carrière dans cette nouvelle économie. Et vous voyez aujourd'hui qu'une proportion extrêmement importante des étudiants qui sortent d'écoles, notamment d'écoles de commerce, se destinent à de l'entrepreneuriat ou à de l'auto-entrepreneuriat. L'étude que je vous ai mise sur le côté est une étude internationale réalisée dans 132 pays en 2014, et vous voyez que 45% des étudiants qui sortent d'écoles business vont se destiner à la création d'entreprises. En France, on est dans les proportions un petit peu inférieures, mais il y a quand même environ 25% des étudiants qui sortent d'HEC depuis 10 ans qui se dirigent vers l'entrepreneuriat. Autre chose à avoir en tête, le type de talent, le type de profil est très différent dans ce genre de société. Alors, il y a déjà des profils nouveaux, ce que j'appelle le nouveau CDO. Pour ceux qui sont un peu dans le milieu, vous comprendrez le jeu de mots. On a CDO, ça veut dire Chief Digital Officer, mais là, en l'occurrence, celui dont je veux vous parler, c'est le Chief Design Officer, donc le designer. Le monsieur que vous voyez assis à côté de Steve Jobs, j'imagine que vous connaissez Steve Jobs, vous le connaissez lui certainement moins.
Et pourtant, il est au cœur de la réussite d'Apple. Il s'appelle Jonathan Ive, et c'est celui qui a designé les produits sans doute les plus phares de la société d'Apple. Ce que veut dire design, c'est qu'il faut concevoir les produits de l'économie numérique et même de l'économie générale, j'ai envie de dire, à partir de l'expérience de l'utilisateur et remonter son chemin pour trouver la technologie qui va bien et qui vous permettra d'atteindre cette expérience utilisateur et non pas tomber dans le piège de faire l'inverse. Et ce sont des profils comme lui qui permettent aujourd'hui aux entreprises de faire ça. À côté, vous avez deux messieurs un petit peu farfelus que vous n'auriez peut-être pas considérés pour un job dans vos entreprises, et vous auriez eu tort, puisqu'il s'agit de Harper Reed et de Dylan Richard. Harper Reed est sans doute le plus connu, c'est celui donc, de droite, parce qu'il a été le responsable technique et numérique de la première campagne de Obama. Et ces deux messieurs ont fondé une société de e-commerce et de paiement, une start-up qui fonctionne très bien et qui a été rachetée il y a quelques mois par PayPal. Donc finalement, ces deux profils-là que vous n'auriez pas, sans doute sur lesquels vous ne seriez pas retourné, en tout cas pas pour ces raisons dans la rue, sont des banquiers de demain, sont les gens qui viennent disrupter l'industrie financière. Avant-dernier point dont je voulais vous partager, la manière dont on gère ces talents. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de différences dans la manière dont on gère les talents dans les entreprises de l'économie numérique. Nous, on a appelé ça le management pirate. La manière dont le recrutement se fait est très différente. L'exemple que vous voyez ici, c'est un recrutement qui a été fait par Google pour trouver des développeurs Python. Et plutôt que de poster une annonce, ils ont utilisé leur propre outil et ont été parler aux gens qui avaient fait des recherches sur le moteur de Google, qui laissaient sous-entendre qu'ils s'intéressaient à cette technologie. Et ils leur ont ensuite proposé un challenge, et ça leur a permis de recruter quelqu'un de la source. Donc ils ont été les chercher à la source. La manière dont la collaboration se fait est également très différente. Je vous prends juste un exemple assez anecdotique. Jeff Bezos dit que la performance et la productivité d'une réunion est nulle, est perdue, si le nombre de personnes est supérieur à 8. Pourquoi? Parce que 8, c'est 2 pizzas. Voilà. Donc en gros, vous devez vous dire, une bonne équipe, c'est 2 pizzas. Si je ne peux pas nourrir une équipe avec ça, c'est que je vais perdre en productivité. Chez Facebook, on dit également que le code, prévaut sur la discussion, l'argumentation. C'est une nouvelle manière de décider qui est très dictée par la data, par l'automatisation. Il y a tout un tas de choses comme ça qui changent la manière dont on gère les talents. Et alors, les femmes, dans tout ça, me direz-vous? Je pense que ce ne sera pas une grande surprise pour vous. Les femmes sont sous-représentées dans la tech. Elles sont à peu près, nous représentons à peu près 25% des gens qui travaillent dans ce secteur, compris au sens large. Un autre chiffre qui m'a marqué en préparant cette session, c'est le nombre de femmes qui ont déposé des brevets. Savez-vous que 88% des brevets qui sont déposés par des hommes seulement. Ce qui veut donc dire que 12% des brevets qui sont déposés ont une femme dans l'équipe, et seulement 2% des brevets qui sont déposés par des équipes ou par une femme. Une femme seule. C'est absolument incroyable. Donc les femmes sont peu représentées dans la tech déjà parce qu'elles y rentrent peu. Il y a le sujet de la présence féminine dans les écoles d'ingénieurs, mais même dès la sortie de l'école d'ingénieurs, il y a 25% des jeunes femmes diplômées de ces écoles-là qui ne vont pas occuper un poste d'ingénieur. Il y a sans doute plusieurs explications à ça, mais il y en a une qui me marque assez fortement, c'est tout simplement le processus de recrutement. On a tendance en la tech à recruter des gens qui nous ressemblent, et la manière dont les offres d'emploi sont formulées peuvent aussi être une barrière à l'entrée. Je vous ai dit tout à l'heure que les entrepreneurs étaient des rockstars. C'est un mot qui n'est pas choisi au hasard. Il y a un jargon comme ça dans l'univers de la tech. On parle de rockstar, de ninja, de gourou. Énormément des offres d'emploi qui sont proposées dans ce secteur-là utilisent ce vocabulaire. Et la recherche a démontré que les femmes, mais aussi certaines minorités, qui sont éduquées ou qui socialement développent une aptitude à plutôt dévaloriser leurs compétences, ne vont pas répondre à ce genre de job. Parce qu'elles n'ont pas tendance à se mettre trop en avant. Et donc, quand elles vont voir des annonces qui parlent de ninja, de super killer, de gourou, etc., elles vont
restreindre et ne pas postuler à ce genre. Et puis évidemment, elles sont moins nombreuses à rentrer sur le marché de la tech, elles sont encore moins nombreuses à des postes de direction. Vous voyez ici deux contre-exemples avec Sheryl Sandberg chez Facebook et Marissa Mayer aujourd'hui chez Yahoo, mais ça reste quand même des cas exceptionnels, c'est important d'avoir des modèles. Voilà. Et puis un autre facteur qui me paraissait important de partager, un autre point pardon, qui me paraissait important de partager avec vous aujourd'hui, au-delà de l'entrée des femmes sur le marché du travail de la tech, c'est qu'elles n'y restent pas. Et ça pour moi c'est sans doute encore plus inquiétant. Vous voyez ici un chiffre, alors on aura l'occasion de discuter tout à l'heure avec Mario qui sera une autorité sur les statistiques bien plus éminente que moi, mais peu importe finalement le chiffre, le message c'est de dire que les femmes quittent des métiers de la tech en milieu de carrière beaucoup plus que les hommes et beaucoup plus qu'elles ne les quittent dans d'autres secteurs. Vous voyez que plus de la moitié des femmes qui travaillent aujourd'hui dans la tech vont quitter ce secteur-là au milieu de leur carrière. Et ça n'est pas parce qu'elles n'aiment pas le job, puisqu'environ 75 ou 80% d'entre elles disent qu'elles aiment le job. Alors pourquoi est-ce qu'elles partent? Évidemment, c'est un secteur qui a beaucoup de pression, peut-être même un peu plus que d'autres secteurs. On vous demande beaucoup de temps de présence, on vous demande d'être disponible 24 sur 24. Donc il y a une certaine tension, et comme on sait très bien que les femmes ont moins d'accompagnement, de facilité pour pouvoir gérer leur vie personnelle à côté, elles peuvent être sujettes à cette pression de manière plus forte. Mais ça n'est pas le facteur le plus explicatif d'après ce que nous dit la recherche, c'est plutôt l'expérience de travail qui les fait partir, et je pense notamment au feedback, qui est un élément absolument déterminant. Les femmes sont beaucoup plus sujettes au feedback négatif dans les entreprises tech, et elles sont sujettes à des feedbacks négatifs qui ont pratiquement tous pour nature leur personnalité et non pas leur travail. Voilà. Et donc ça, c'est un élément absolument discriminant dans la manière dont elles sont traitées, sur lequel évidemment on peut jouer. Donc je m'arrêterai là pour vous dire tout simplement que cette nouvelle économie, elle est en train évidemment de bouleverser nos vies à tous, nos usages en tant que consommateurs, l'entreprise dans laquelle on travaille, l'économie, notre société au sens large. Les femmes y sont relativement peu représentées, c'est un vrai sujet d'attention et d'inquiétude. C'est un monde qui, je l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt optimiste, propose énormément d'opportunités, mais si ça reste un monde un petit peu d'entre-soi, et qui fait courir un risque de réplique sociale, et il est évidemment important que les femmes prennent part à la définition de ce monde de demain qui va nous concerner tous. Je vous remercie de votre attention. Merci Léna. Si tu veux venir me rejoindre, je vais vous demander d'accueillir nos trois panélistes qui vont discuter avec nous de ce sujet, puisque vous avez vu l'ouverture sur ce monde des GAFA numériques, c'est quand même extrêmement perturbant dans nos économies traditionnelles. Et pour venir discuter avec nous, nous avons à nos côtés aujourd'hui Nathalie Wright de Microsoft, Emmanuel Larocque de Social Builder et Mario Cervantes de l'OXID. Merci de les applaudir. Merci beaucoup à vous trois de nous rejoindre sur ce panel de discussion. Alors, je vais vous présenter rapidement Nathalie. Donc, vous êtes directrice générale de la division entreprise et partenaire de Microsoft en France. Vous avez rejoint Microsoft en 2009 pour prendre cette direction et vous êtes membre du board of directors de Microsoft en France. Vous pilotez également le programme diversité chez Microsoft, qui œuvre pour l'avancement et la promotion des femmes dans votre entreprise. Et vous êtes membre de l'association Women in Leadership et chevalier de la Légion d'honneur. Donc bienvenue sur cette table ronde. Emmanuelle, vous êtes directrice de Social Builder. C'est une start-up sociale aussi, qui est dédiée à la concrétisation de l'égalité et la mixité femmes-hommes que vous avez fondée en 2011. Parmi ces actions, Social Builder développe le programme Jeunes Femmes et Numérique. Et je vous encourage à aller voir justement tout ce qui est fait par Emmanuel et son équipe. Et c'est un accélérateur de carrière pour 100 000 talents féminins et start-up du digital. Et vous êtes féro du programme Entrepreneurs sociaux Ariane de Rothschild 2013. Et donc on sait que vous êtes extrêmement engagé sur ces sujets. Et puis Mario, qui nous a rejoint également, vous êtes économiste senior à l'OCDE en sciences, technologies et innovation.
et vous coordonnez une équipe d'experts internationaux responsables des politiques de recherche et d'innovation. Et en 20 ans d'expérience dans ce domaine, vous me disiez avoir développé une expertise publiée sur de nombreux sujets, y compris sur les incubateurs technologiques, les politiques de R&D, la mobilité des hommes dans les métiers de la recherche et surtout le rôle des femmes dans les sciences. Donc bienvenue sur cette table ronde. J'avais envie de rebondir tout de suite, Nathalie, sur une question, parce qu'on a entendu Leïla qui disait que finalement ces GAFA captent 50% des connexions et qu'A4 développe plus de valeur dans l'économie. Comment cette révolution finalement numérique entraîne un nouveau modèle d'entreprise plus tourné vers les usages et les clients, et quelle est la place des femmes là-dedans? Alors, merci de Merci effectivement de me poser cette question, parce que je suis dans une position assez privilégiée, puisque ayant la responsabilité de la division de rencontre depuis 5 ans, j'ai eu l'occasion de voir cette vague de transformation digitale s'opérer dans tous les secteurs, dans les industriels, enfin tous les anciens en fait, hein, puisque mes clients sont plutôt dans la catégorie des entreprises qui existent depuis un mois. Et puis finalement Microsoft est aussi dans cette catégorie-là, parce qu'on a un peu plus de 40 ans, et finalement par rapport aux GAFA, on est presque une vieille entreprise de la nouvelle économie. Et puis m'occupant du programme diversité, j'ai effectivement un avis sur les femmes. Alors j'aime bien le titre de cette transition fulgurante. Je pense que ce qui caractérise la révolution digitale dont on parle ici, c'est la rapidité avec laquelle elle s'opère. Et donc la capacité relative des organisations à s'adapter au rythme de ces changements, parce qu'une grosse partie des entreprises que Léa a citées, il y a 5 ans, on ne les connaissait finalement pas. Airbnb, on ne savait pas qui c'était, Facebook, c'était pas vraiment présent, Netflix, on ne connaissait pas. Donc le temps de la transformation a vraiment rien à voir avec les révolutions qu'on a pu connaître dans le passé. Et l'arrivée, et là c'est encore plus récent, de la prise de conscience de ce que la donnée sur le client permet de développer en termes de business model est en train de complètement transformer la façon dont les entreprises vont pouvoir considérer finalement leur relation à leurs clients. Et il s'avère que 80% de ces clients, dans leurs actes d'achat, sont très souvent des femmes. Donc une entreprise comme Microsoft, qui par la nature de son business adresse la population partout dans le monde, du consommateur qui va jouer sur sa Xbox, beaucoup de garçons d'ailleurs, jusqu'aux grandes entreprises dans leurs infrastructures, a forcément besoin de comprendre comment cet enjeu de connexion et d'intimité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a finalement quasiment une démarche de fan qui se développe chez nos clients plus que ça n'a jamais été. Donc on a notre enjeu d'adapter nos solutions, d'adapter la façon dont on va promouvoir ces solutions en tenant compte de la diversité des gens qui vont les acheter. Alors, il y a des exemples de développement qui montrent qu'il y a vraiment des efforts à faire. Je sais que chez Microsoft, à un moment, les équipes de développement des manettes de Xbox ont été complètement reconsidérées pour essayer de créer cette diversité, donc femmes, hommes, mais aussi une diversité culturelle, parce qu'il s'avère que dans le monde entier, les gens n'ont pas la main configurée de la même façon, tout simplement. Et les hommes ont des configurations différentes. Alors il y a des exemples emblématiques de l'airbag, alors ça c'est pas chez Microsoft, l'airbag qui avait été testé avec des hommes. Et donc évidemment, comme c'est dans la grande majorité des cas les femmes qui sont assises côté passager, ça ne faisait pas, quoi. Donc il y a des tas d'exemples comme ça qui démontrent que parce que les clients sont des femmes ou parce que les produits sont utilisés par des femmes, les entreprises doivent prendre en compte ces paramètres et se transformer, tenir compte de cette nécessité d'être divers. Merci Nathalie. Alors Léa, j'étais très frappée par ce que tu nous disais sur finalement le peu de rôle modèle de femmes dans cet univers-là. Je vais être un peu provocatrice. Tu as parlé du monde numéricus et également du fait que l'humain devait être au cœur de cette transformation. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi chez Apple et chez Facebook, ils ont pris par exemple la peine d'avoir un programme de congélation des ovules de leurs salariés? Et pourquoi est-ce que, j'allais dire, ces entreprises vont aussi sur ce terrain-là? Est-ce que tu as une idée, une réponse à ça? J'ai un avis. J'ai un avis,
n'ai pas été associée à la décision, donc je ne pourrais pas vous donner vraiment tous les détails, mais ce type d'entreprise avait déjà marqué il y a plusieurs années en proposant des services comme de la cafétéria gratuite, des conciergeries, des salles de sport, enfin, tout un tas de choses qui auparavant étaient considérées comme relevant de la sphère privée. Je ne sais pas comme ça. Gary, tu peux celui-là, merci. Et donc je disais que ces nouvelles entreprises avaient déjà marqué il y a quelque temps en proposant des services dits privés comme de la conciergerie, de la restauration gratuite, des salles de sport, tout un tas de choses sur le campus de l'entreprise. Pour moi, le programme de congélation auquel tu viens de faire référence, c'est évidemment aller beaucoup plus loin, mais ça s'inscrit dans cette même logique qui est de rendre plus floue la frontière entre le temps personnel et le temps privé, de telle sorte que, au final, l'employé travaillera plus longtemps, dédiera plus de temps à l'intérêt de l'entreprise, voilà. Donc passera plus de temps sur le campus, n'aura pas besoin nécessairement d'aller à l'extérieur. Donc je pense que c'est évidemment plus extrême, puisque là on est dans le domaine du très intime, et que ça pose des questions évidemment éthiques, mais il y a une cohérence avec la proposition qui est faite à leurs salariés, de leur faciliter au maximum leur vie personnelle pour qu'elle ne soit en aucun cas un frein ou une obligation de sortie de leur carrière et de leur temps professionnel. Finalement, elle lutte contre les stéréotypes de cette façon-là. C'est assez différent. Nathalie, une remarque par rapport à ça? Oui, j'en ai une. Moi, je vais un peu parler de moi. C'est vrai que moi, j'ai un parcours, bon, mais j'ai aussi 2 enfants. Hein, donc, et je revendique le fait que ce soit possible de faire ce choix-là. Et ce que j'observe au travers justement de ces programmes de diversité, en rencontrant beaucoup de jeunes femmes, c'est que c'est un vrai sujet qui est douloureux. Parce que finalement, est-ce qu'il est pertinent de se projeter dans un monde où on est obligé de faire l'impasse à un moment de sa vie ou pour le reste de sa vie sur un projet personnel qui peut être celui de fonder une famille. Et moi, je constate que beaucoup de jeunes femmes ne sont pas dans cette démarche-là. J'ai un peu de mal avec l'idée, bon, écoutez, bougez pas, on vous congèle tout ça, puis quand finalement vous pourrez vous y consacrer, revenez, tout ça sera prêt pour pouvoir poursuivre votre projet personnel. J'ai une façon aussi de considérer que la technologie peut être positive. Peut être positive dans le sens où on est dans un monde hyper mobile, où finalement on peut obtenir des résultats sans être obligé d'être au bureau jusqu'à 20h comme ça pouvait l'être dans le passé. Ça suppose de revoir un tout petit peu la façon dont on apprécie la performance et dont on définit la performance, mais la technologie permet quand même de travailler à peu près du mieux comme on veut. Donc je pense que c'est aujourd'hui quelque chose, enfin, en tout cas nous on essaie de mettre en pratique avec une totale flexibilité justement par rapport à ça, qui doit permettre d'associer finalement vie personnelle et vie professionnelle d'une façon peut-être un peu différente. En revanche, ce que je constate, et c'était assez frappant dans l'étude que Leïla partageait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui progressent du point de vue des outils, des pratiques. En revanche, les stéréotypes restent extrêmement forts. Et le terme qui arrive assez vite quand on regarde la performance d'un groupe, très souvent, dans une équipe dirigée par une femme qui va être très performante, on va se poser la question immédiatement, is she strong enough? C'est vraiment tout de suite un stéréotype qui va ressurgir. Et je constate aussi que beaucoup de jeunes femmes, de femmes tout se disent mais ouais, peut-être que je suis pas si costaud que ça, je suis pas si capable que ça. Et c'est vrai en particulier dans ces environnements d'entreprises technologiques avec effectivement beaucoup de pression sur les résultats, qu'on a un vrai sujet autour de la rétention et du développement du talent féminin, qui, de mon point de vue, est assez lié avec ces stéréotypes et ces stéréotypes sur les styles de leadership qui sont toujours encore très actifs. Alors justement, Emmanuel, vous travaillez sur cette filière de jeunes femmes et vous essayez en tout cas de faire qu'elle soit de plus en plus compétitive. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont selon vous les opportunités que peuvent trouver les femmes justement dans cette économie numérique?
Donc il y a une question vraiment centrale qui est celle des compétences, et celle d'adapter les compétences qui seront nécessaires non seulement aujourd'hui, mais dans une économie qui évolue d'une manière plus que dynamique, c'est-à-dire de manière extrêmement accélérée. Et je pense que de comprendre les règles du jeu aujourd'hui, de qu'est-ce qui va être nécessaire, indispensable et central, c'est ça l'enjeu pour tout à chacun et tout à chacune, enfin chacune des femmes. Et je pense qu'il y a 3 dimensions sur lesquelles il faut accompagner les femmes. C'est la compréhension de ce que disait notamment Laïla tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une économie des usages, c'est-à-dire que la façon des individus de consommer, communiquer, collaborer, transforme complètement les modèles économiques, la façon dont on va concevoir les produits, les services. Et aujourd'hui, le fait que les femmes soient au plus proche, notamment dans les organisations, justement des services autour de la conception des produits, leur donne un avantage compétitif. On observe un petit peu, c'est là où se trouvent aujourd'hui les femmes dans les organisations. Donc ça, c'est une dimension à ne pas négliger, et accompagner aussi les femmes dans cette projection-là. La deuxième dimension, qui est la dimension technologique, savoir acquérir des compétences numériques et techniques, qui aujourd'hui donc est plutôt un facteur compliqué, puisqu'on sait qu'il y a un gap de talent et d'orientation des femmes vers les compétences techniques. Ce qu'il faut bien concevoir, c'est qu'en fait la technologie n'a pas qu'un impact sur les fonctions actives et sur l'ensemble des fonctions des organisations. Et donc dans cette perspective-là, je pense qu'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui comprennent le chantier massif devant elles pour faire monter en compétence l'ensemble des salariés et les accompagner de manière dynamique. Là, c'est aussi une opportunité par les femmes, parce qu'on se dit dans le numérique, c'est qu'on n'a jamais plus de 3 ans de retard. Donc ça, c'est pour tout le monde. Donc ça, je pense que c'est aussi bien concevoir, mais il y a un enjeu majeur qui est justement de ne pas s'arrêter à un imaginaire autour de la technologie pour l'investir de manière assez continue et fortement par les femmes. Et la dernière dimension, qui est vraiment pour moi un élément central, c'est de comprendre que dans cette économie, en fait, des compétences telles que l'innovation, la capacité d'innovation, la créativité, la capacité justement de conceptualisation vont devenir critiques. Et là, il n'y a pas, il n'y a pas de gap aujourd'hui majeur à observer, au contraire, parce que les femmes sont de plus en plus et de mieux en mieux formées sur ces sujets, qui leur donnent encore là un avantage. Donc les accompagner à développer et à se positionner de cette manière-là, c'est ce qui permettra, on va dire, à mon avis, de non pas compenser le gap de talent au niveau technologique, mais en tout cas de faire en sorte de garder les talents qui sont déjà, en tout cas, sur le marché de l'emploi dans la bataille. Et c'est aussi une des raisons, voilà, pour lesquelles nous, on a mis en œuvre un certain nombre de programmes, voilà, où on accompagne les jeunes talents sur avoir ces bonnes postures. On accompagne aussi les entreprises à développer, on va dire, ces compétences de leadership à l'ère numérique. Qu'est-ce que ça veut dire pour les salariés, les individus en général, et aussi pour les femmes, pour qu'elles restent compétitives. Merci Manuel. Donc jamais plus de 3 ans de retard, ça c'est quand même très intéressant. Mario, sur ce que vous faites en particulier sur ces nouvelles compétences qui sont nécessaires dans ces métiers, dans les statistiques que vous pouvez faire remonter des pays de l'OCDE, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette, finalement, de cette révolution technoscientifique aujourd'hui? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Voilà, donc, mais je voulais d'abord dire que je trouve que le titre de... On a un problème avec les Je voulais dire ça marche là, oui. Donc, merci encore pour l'invitation. Je voulais dire que c'est très intéressant que vous soyez ici, parce que le titre déjà de notre forum, c'est la révolution inachevée. Vous avez 3 choses dont vous parlez: la mixité, le travail, la société. Nous sommes à l'OCDE, qui est une organisation intergouvernementale avec la vocation d'améliorer les politiques économiques et sociales, afin d'améliorer le bien-être de ses citoyens. Et je pense qu'on a une tendance à l'OCDE de mettre l'accent sur l'économique, sur la productivité et la technologie, la logique et l'efficacité à l'extrême. Et cette révolution digitale pousse dans une logique d'efficacité. C'est à nous ensuite d'organiser au sein des entreprises, au sein de la société, comment on va vers cette transition. À l'OCDE, nous avons cet avantage que comme on regroupe, on est un peu un miroir du gouvernement, donc on travaille tous sur la problématique de la révolution digitale numérique. Nous avons des départements de marché de travail, affaires sociales,
département aussi de sciences technologies là où je travaille, département de l'économie, etc., qui est au cœur des politiques macroéconomiques. Donc je pense qu'avoir cette discussion sur le genre, sur le travail, sur la société à l'OCDE, c'est déjà très important parce que nous pouvons travailler là-dessus. Je dirais aussi que cette révolution, c'est à la fois plein de risques et plein d'opportunités. Des risques, on les connaît avec l'automatisation du travail, des tâches routinières, etc. Les opportunités, je pense que ça demande aussi une réorganisation de nos organisations, de sociétés en général. Là, vous avez parlé sur le changement du business model où on passe d'un système de production de masse à un système de production aux clients à l'unité, et qui en fait permettent justement les préférences des femmes et les préférences des hommes à se rapprocher du marché, donc on peut proposer des services et des produits plus adaptés. Mais cette transition aussi offre aussi cette transition avec la coopération networking offre aussi des opportunités pour des femmes, pas pour les hommes, et je sais que les femmes ont une capacité plus vers la coopération, le networking, donc je pense que là aussi, dans les compétences, il y a des possibilités. Alors tout dépend aussi sur le changement des incitations dans le travail. On sait qu'il y a des billets dans le recrutement, on sait qu'on a beaucoup œuvré pour que les femmes aient accès à l'éducation tertiaire, qu'ils aient accès à des postes de responsabilité, on sait que ça coince encore. Et là, je vois le CDE qu'on manque un peu d'impetus, je dirais, pour relancer cette transition. Parce qu'on a beaucoup, comme je dis, maintenant les filles dépassent les garçons dans le tertiaire, dans certains domaines de la recherche aussi, en biosciences, en sciences de la vie, les femmes dépassent aussi les hommes, mais pas dans les postes de responsabilité, pas dans les postes de leadership. Donc je pense que là aussi, il y a pas mal de recherches à faire, et le CDE avec la société civile et le gouvernement qui nous donne ces mandats de travailler davantage sur le rôle de transition est très important. Est-ce que vous avez mis en place justement des indicateurs qui vous font remonter des statistiques pour faire le suivi? Parce qu'en préparant cette annonce, vous nous disiez que finalement tout ce qui n'est pas suivi n'existe pas. Oui, c'est-à-dire qu'on a mis en place des statistiques sur l'éducation, les performances des filles dans les écoles. Donc ça, ce sont des données en fait. Des données qu'on a sur, par exemple, nous avons l'exercice PISA dans la direction de l'éducation, qui fait l'étalonnage des performances, etc. Mais comme Leila a évoqué, il y a beaucoup de ces données qui sont maintenant captées par le marché privé. C'est-à-dire l'infrastructure de cette nouvelle économie fait des données qui sont propriétés de Facebook et qui peuvent aussi nous servir pour comprendre un peu ces mutations et l'impact que cela a par rapport aux hommes et aux femmes. Et il faut dire la vérité que dans les offices statistiques du gouvernement, le prix de la collecte d'informations devient très cher. Donc il faut repenser aussi cet clivage entre données publiques et privées pour pouvoir développer des politiques qui sont plus adaptées à cette nouvelle économie qui se met en marche. Donc la nécessité aussi peut-être de créer des partenariats et des ponts entre d'accéder à certaines données privées qu'on peut ensuite peut-être anonymiser, ces données rendre anonymes, mais pour l'utiliser pour l'analyse, pour comprendre pourquoi ça coince encore au niveau de progression de carrière. Sur le public, on a plus de facilité. Par exemple, on fait beaucoup de travail sur les carrières des chercheurs. Et là, on peut voir plus finement les problèmes, les possibles causes des problèmes dans le recrutement, dans la rétention aussi des femmes. Parce qu'on voit que même dans les parties scientifiques, il y a ce qu'on appelle une productivity paradox, c'est-à-dire que les femmes publient des articles, mais à un moment, ils quittent le stade de publication scientifique, et donc la productivité des femmes baisse par rapport aux hommes. Et il y a plein d'hypothèses là-dessus, mais pour ça, c'est un travail
sur lequel il faut continuer. C'est intéressant. Alors, en fait, ce qui est quand même incroyable, c'est que aujourd'hui, dans le pays, on va dire occidentaux, 60% des diplômés universitaires sont des filles, et qu'effectivement, moi, j'ai pas besoin de me dire, 60% des diplômés universitaires sont des filles, et elles vont aujourd'hui complètement oublier finalement cette nouvelle économie et ce nouveau paradigme, ces nouveaux emplois qui sont créés, qui sont encore créés. Donc elles sont absentes finalement de cette économie. Nathalie, comment on fait quand on est une entreprise pour attirer des femmes dans ces études, dans les fonctions du numérique, peut-être sur la partie entreprise pour vous, et Emmanuel, comment on fait pour attirer des filles dans l'éducation numérique? En fait, tout est lié, parce que c'est un imaginaire global en fait, à réinventer. Donc en fait, ça nécessite un travail, une prise de conscience collective, un travail qui soit à la fois bien sûr de l'affaire de la sphère publique et d'accompagner bien sûr l'éducation, mais aujourd'hui ça peut plus être les entreprises d'un côté, et voilà, je pense que c'est un travail main dans la main, de réinventer la manière dont on a parlé notamment de la technologie, parce que la technologie, en fait, il y a il y a 2 ans, il y a une étude du Conseil économique, social et environnemental qui a montré que la seule filière qui s'est dépeuplée de femmes, c'est les filières informatiques. Toutes les autres sont devenues de plus en plus mixtes, et c'est la seule à avoir reculé. Et il y a 2 facteurs qui peuvent expliquer ça. Le premier facteur, c'est un petit peu quelque chose dont on a commencé à parler, qui sont en fait les conditions associées à l'exercice de certains de ces métiers, notamment dans certaines filières qui sont des services numériques qui étaient perçus comme des filières qui justement n'étaient pas adaptées à des rythmes professionnels et privés qui étaient compatibles avec la vie des femmes. Voilà, ça c'est une perception qui freine l'orientation vers ces métiers. Et la deuxième dimension, elle était vraiment liée à l'association entre la technicité, boîte noire technique faite pour des hommes. Et que le renforcement, notamment via l'univers des jeux vidéo de cette association, a créé un gap d'identification tel que 20 ans après, on en paye les conséquences, mais de manière dramatique. C'est-à-dire que réinventer un imaginaire collectif autour de la technologie, qui est plutôt de le voir comme un outil d'empowerment de la race humaine, une libération, une capacité justement d'innovation, mais de le voir comme un ensemble d'exercices binaires et techniques, choses avec lesquelles les femmes n'ont pas du tout des éléments d'éducation qui leur permettent de s'approprier ça, a créé un gap identificatoire tel qu'aujourd'hui, on va mettre plus d'1 siècle pour rattraper ça. Ce n'est pas un constat d'échec qui est le mien, c'est un constat collectif. Sauf qu'aujourd'hui, la marche à entreprendre pour que collectivement on arrive à compenser 40 ans de sable de relation entre l'innovation et les femmes, c'est un travail qui doit se faire main dans la main entre les entreprises, l'éducation et le secteur public, etc. Je voudrais rebondir sur ça. Cette année à Berkeley, aux États-Unis, les inscriptions en sciences d'informatique par les filles ont dépassé celles des garçons. Et pourquoi? Parce que Berkeley a changé la façon qu'il a appréhendé les études en informatique, travaillant les élèves par équipe. Et je pense qu'il a plein d'expériences sur lesquelles on peut changer l'intérêt et les perceptions de certaines professions en changeant la façon qu'on organise la formation et le travail. À Colorado, en Amérique, ils ont changé l'école d'ingénierie, a mis en place des programmes à voir avec le développement durable. Et ça a attiré beaucoup plus de filles ingénieurs pour traiter des problèmes d'eau, problèmes de santé, etc., avec une approche sociétale. Donc je pense que si dans les formations, il y a aussi la perception qu'il faut que ça soit assez attrayant que les gens qui ont une autre sensibilité puissent trouver leur intérêt et pas avoir cette perception que ça c'est que des jeux vidéo par les personnes. Oui, mais ça pose aussi la question des gouvernements qui investissent extrêmement fortement sur l'éducation et qui vont perdre quand même une grosse partie de leur investissement, puisque lorsque 60% des diplômes universitaires viennent sur le marché du travail, mais que simplement 20% des femmes arrivent à des postes à responsabilité dans leur organisation, ça veut dire qu'on jette pas mal d'argent dans les faits, parce que les gouvernements, les pays membres de l'OCDE ont cette conscience de ce gap, parce que là c'est un leaking pipe
d'investissement important pour le futur. Je dirais c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, mais elle n'est pas systémique. C'est-à-dire quand on regarde les investissements en recherche publique, on regarde l'impact économique d'abord des investissements. On essaie de faire des corrélations entre une fiscalité qui va aider le crédit recherche impôt et l'impact sur le... Mais on ne va pas entrer dans l'organisation, dans le centre de recherche pour voir comment c'est organisé le travail, la distribution entre hommes et femmes, les incitations, etc. Et ça, c'est, si vous voulez, je pense aussi qu'il faut qu'on rentre davantage dans les organisations, qu'on passe d'une approche macroéconomique à une approche plus microéconomique pour comprendre plus finement ce qui se passe. Sur Nathalie, si vous rebondissez sur cette idée-là, ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'avoir un échange avec vous sur la réflexion sur le New Way of Life. On en parlait tout à l'heure, le New Way of Work. Finalement, c'est connecté, on est connecté 24/24. On a des entreprises qui captent la sphère privée pour être sûr d'avoir l'attention de ses salariés un maximum. Cette nouvelle économie, ce New Way of Work, comment vous l'abordez chez Microsoft? Ouais, pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'effectivement, si on regarde les choses d'un point de vue microéconomique, l'organisation d'une entreprise, elle doit créer des conditions favorables au fait d'attirer des femmes et ensuite de les retenir. Parce que je ne connaissais pas cette statistique, mais c'est effectivement un constat que je fais, c'est que malgré une démarche très intentionnelle de Microsoft que je porte au quotidien, d'attirer des talents féminins, parce que nous on est assez clair là-dessus, on a des quotas de femmes, alors ça peut plaire ou pas plaire, on s'en à l'aise ou pas à l'aise, mais c'est un mal nécessaire qui fait qu'au moins on a un rendez-vous régulier avec les managers pour se préoccuper du sujet et vérifier qu'ils ont bien compris que ce n'était pas une option et que la diversité c'était une valeur business avant tout et que donc il fallait s'en emparer, s'approprier. Donc le fait de mettre ces quotas fait qu'on peut développer donc de bonnes pratiques déjà dans la façon dont on attire, alors, des choses très concrètes qui vont être de vérifier que quand un poste est ouvert, dans la shortlist des candidats finaux, il y a toujours une femme. Le fait que on a revu les annonces que l'on poste, parce qu'effectivement, en les relisant, on s'est rendu compte qu'on était complètement stéréotypés avec des termes qui n'étaient pas très attractifs pour des femmes. On a des rôles modèles, des jeunes femmes qui réussissent et qui acceptent de tourner des vidéos qu'on poste sur LinkedIn pour essayer de montrer que c'est possible et que ces métiers peuvent être vraiment intéressants. Donc là, il y a toute cette intention-là. Mais après, une fois que ces femmes sont recrutées, et on essaie d'être toujours un petit peu en avance par rapport à notre marché, donc on est sur des ratios de 32% de femmes, parce que dans notre métier est un petit peu au-dessus de la moyenne, et on regarde également le pourcentage de femmes managers, parce que c'est effectivement un autre sujet, c'est comment on les fait progresser. Donc une fois qu'on est intentionnel pour les attirer, encore faut-il, comme vous l'évoquiez, créer les conditions de travail adéquates. Alors, travaillons chez Microsoft, on n'a pas de sujet, nous, sur quels sont les outils qu'on va utiliser pour collaborer, parce que ça c'est bon, et puis on a encore acheté un nouveau cette semaine, donc de ce côté-là, on a pléthore de possibilités d'interagir. Donc on a travaillé avec le comité de direction, encore une fois c'est très pragmatique, mais c'est pas compliqué à faire à partir du moment où on a l'intention d'essayer de créer les conditions adéquates. Et on est arrivé à des règles de vie dans l'entreprise qui sont que pas de réunion d'équipe avant 9h30 le matin, pas après 18h le soir. Ce qui correspond quand même à un des enjeux de gestion de sa vie personnelle et professionnelle de la plupart des femmes, en particulier quand on est une charge de famille, mais pas que des femmes. Enfin, je veux dire, c'est bien pour les femmes qui en ont besoin dans leur grande majorité, mais il y a plein d'hommes qui trouvent ça très bien aussi, et qui peuvent, de ce point de vue, aussi trouver un meilleur équilibre personnel. Donc ça c'était une règle, et on s'y tient, et y compris le comité de direction, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un comité de direction qui finit après 18h. Et la deuxième règle qu'on a mise en place, c'est pas de mail le soir et pas de mail le week-end. Et ça, alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des urgences, vous imaginez bien que ça n'est pas, Microsoft n'a pas, c'est pas dit qu'on allait baisser la performance en faisant ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui est audible. En revanche, s'il y a une urgence, la façon de gérer les urgences, c'est quand même de se téléphoner, c'est quand même plus pratique. Et ça permet juste à ce qu'il n'y ait pas cette surenchère d'emails qui circule. Quand le patron commence à envoyer un email, tout le monde pense qu'il est nécessaire de répondre, y compris quand le patron dit « Mais non, mais vous n'étiez pas obligé de répondre ». Ça, c'est pas vrai. Si mon patron envoie un email, les collaborateurs, il y en a toujours un qui souhaite montrer qu'il a été là, présent et qu'il a répondu. Et ça embête beaucoup les autres qui se mettent à répondre et on part dans des
dans des cycles de communication qui font qu'on n'est pas déconnecté. Je suis vraiment fermement convaincue qu'on a besoin de se déconnecter, ne serait-ce que pour pouvoir être plus heureux, peut-être, dans sa vie, mais aussi d'être plus performant dans l'entreprise. Le droit à la déconnexion, c'est quelque chose de très positif. Donc on a mis ça en place et on se surveille. Parce que il ne suffit pas juste de le dire, il faut le faire. Et donc on se surveille, c'est-à-dire que quand quelqu'un du comité de direction se remet à envoyer un mail le week-end, il y en a au moins 3 qui écrivent qui lui disent on a dit qu'on n'allait pas le faire, et on autorise nos collaborateurs dans les reviews, enfin dans les surveys annuels que l'on leur demande de remplir, de pouvoir dire de façon anonyme si ces règles ne sont pas respectées dans une équipe. Voilà. C'est des petites choses, mais qui, semble-t-il, peuvent améliorer le quotidien. En tout cas, c'est les feedbacks qu'on reçoit. Donc ça peut marcher quand même dans une entreprise comme Microsoft. Ça, c'est des bonnes nouvelles, parce que ce sont des bonnes pratiques qui peuvent éventuellement se développer ailleurs. Emmanuel, c'est un vrai faux débat, ça, le fait que le digital, tous ces outils numériques à distance peuvent permettre justement aux femmes de mieux s'adapter à leur environnement de travail et de pouvoir faire une carrière à distance. Est-ce que la technologie libère les femmes? Je pense qu'on revient, en fait, on est en train de revenir sur ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la congélation des ovocytes. Enfin, c'est un très très bon exemple. C'est-à-dire, encore une fois, est-ce qu'en congelant les ovocytes, on essaye justement d'évacuer le débat, enfin de le mettre à la porte, et justement de proposer des solutions qui ne sont pas des solutions, je dirais, peut-être des vraies solutions pour respecter aussi le rythme des individus, leur vie, c'est-à-dire on ne va pas révolutionner les pratiques et la manière d'organiser le travail pour que justement on soit inclusif, incluant pour tout à chacun et tout à chacune, à partir du moment, bien sûr, où on est dans une perspective de développer les compétences, etc., et s'impliquer au bon niveau aussi de l'organisation là-dedans. Mais est-ce que la technologie peut libérer les femmes parce que justement elle donne plus de flexibilité? Je pense qu'aujourd'hui c'est une question qui n'est plus des femmes, c'est une question voilà, plus, je dirais, d'une autre ère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les attentes, je ne parle même pas des attentes générationnelles, parce que nous on travaille beaucoup avec la génération Y, mais je pense que c'est un nouveau rapport, on va dire, à l'épanouissement de soi, au développement de soi, à la projection de soi dans le monde professionnel, qui demande à ce qu'il y ait justement un équilibre, la capacité à faire certains arbitrages, et c'est pas propre aux femmes, pour pouvoir justement se sentir des individus entiers. C'est-à-dire, voilà, je peux avoir des enfants et aussi m'en occuper entre 18h et 20h, et si je le souhaite, et si voilà, j'ai envie d'investir et reprendre le travail entre 20h et 22h, ça me regarde, c'est ma vie et je peux le faire. Donc oui, ça peut être un élément de libération. C'est vrai que je pense que ça nécessite vraiment des discussions dans les organisations pour qu'en gros on identifie quels sont les piliers des cultures de nos boîtes. Et justement, dans cette pluralité voilà, de nouvelles organisations qui émergent, on voit qu'en fait ce sont des cultures extrêmement différentes qui émergent. On a des startups où le niveau d'implication professionnelle et de travail de connectivité est permanent. Le week-end, le soir, etc. Et il y en a d'autres où de manière un peu complètement naturelle, sans hésiter certaines règles, beaucoup plus importantes peut-être pour des grands groupes, voilà, qui ont besoin un petit peu à un moment de créer des cadres, ça va se faire aussi naturellement. C'est à nous de définir ce qu'on veut faire avec nos organisations, mais en pensant justement comment on inclut les talents et on fait en sorte que les individus puissent s'y retrouver. Voilà. Léla, tu as quelques remarques? C'est juste un complément, parce que je suis absolument en ligne avec tout ce que vous avez dit, et c'est la technologie numérique ne crée rien en soi, il crée des possibilités, mais tout va dépendre de ce qu'on choisit effectivement d'en faire. Mais ce débat et ces choix-là sont encore très loin d'être faits, puisque sur le principe, évidemment, pouvoir se connecter n'importe où, n'importe comment, ça laisserait supposer qu'on puisse travailler plus facilement de chez soi, travailler plus facilement même de l'étranger quand on souhaite, etc. Ce qu'on constate néanmoins, c'est que dans le milieu des nouvelles technologies, de la tech, etc., ça n'est pas le cas. Parce que ce sont des métiers, en tout cas la perception que les gens en ont, c'est qu'on attend d'eux encore beaucoup de ce qu'on appelle FaceTime, donc de présentiel. Et plus encore que dans d'autres secteurs industriels. Donc il y a une sorte de paradoxe. On se dit c'est quand même là où on est censé avoir les outils les meilleurs qui vous permettent de faire ce que vous voulez. Et pour autant, les gens ressentent la nécessité d'être présents de longues heures dans leur bureau et de montrer qu'ils travaillent. Donc effectivement, tout ça doit être le fruit d'une réflexion dans l'entreprise et dans la société en général pour choisir les modèles de société qui seront les nôtres. Voilà.
un complément. Moi, je fais la promotion des solutions de collaboration, de tous ces outils. Donc j'ai l'occasion d'en parler avec beaucoup d'entreprises. Et il y a un sujet que je trouve n'est pas pris avec le niveau de pertinence suffisant, en tout cas le niveau d'engagement ou d'intention suffisant, c'est la définition des objectifs des collaborateurs. Parce qu'en fait, on peut se permettre cette liberté ou cette flexibilité à la condition qu'on redéfinisse le rapport de confiance entre le collaborateur, son manager, le collaborateur et son organisation, et vice-versa, qui repose sur le fait que chacun sache comment on va être mesuré à la fin de l'année, à la fin du mois, à la fin du trimestre, en fonction des cultures, de façon équitable, y compris si on n'est pas physiquement présent dans le bureau à côté du chef. Et ça, aujourd'hui, alors en tout cas, c'est en particulier probablement vrai, plus en France d'ailleurs, pour travailler dans les entreprises américaines, je constate qu'on a des marqueurs culturels qui nous handicapent peut-être d'une certaine façon un peu plus qu'ailleurs. Mais ça, c'est un vrai sujet qui doit être pris à bras le corps parce qu'il n'y aura pas de liberté, de flexibilité ou d'usage positif et vertueux de cette liberté, finalement du télétravail qui a plein de vertus associées à cela, si on n'est pas clair sur ce rapport de confiance dans la mesure de la performance. Mario. Oui, juste encore un compliment, c'est-à-dire, en fait, au-delà de la question du genre dans le débat, en fait, c'est très bien que les femmes s'emparent de ce débat de la rôle de technologie dans l'entreprise et dans notre vie. Parce que si l'humain, hommes et femmes, ne s'emparent pas de ce débat, en fait, c'est la technologie qui va avoir sa logique. Et donc, c'est nous qui devons poser les règles, poser des questions, avoir ce débat. Et je pense que c'est une chose importante, c'est la transition numérique va se passer bien si les gens participent à cette transition, au lieu de la subir. Donc je pense que ça, et dans le secteur digital, c'est déjà très visible, mais ce n'est pas encore le cas dans le secteur industriel, où ils n'ont pas la même culture déjà de mainstreaming, etc. Donc je pense que là, dans les entreprises de construction, etc., où il y a une révolution numérique qui va aussi se passer dans ces secteurs-là, ce débat du rôle de la technologie dans les conditions de travail, et dans le temps libre, dans le partage, c'est primordial. Encore beaucoup de questions à venir. Juste pour une dernière question pour les puis après j'aimerais qu'on puisse laisser la main à nos participants dans la salle. Il y avoir beaucoup de questions pour vous. Si tu avais un message à passer aux entreprises sur finalement l'opportunité d'aller dans cette transition client, qu'est-ce que tu veux leur dire? Déjà, je pense qu'elles n'ont pas vraiment le choix. C'est en train de se passer. Chez Faber Novel, on travaille avec tout un tas d'industries, et un petit peu comme Nathalie le racontait, on a vu des vagues arriver les unes après les autres de prise de conscience, avec des secteurs qui ont été touchés rapidement et d'autres qui ont seulement été touchés et se sont mis à bouger très récemment. Par exemple, la banque et l'assurance ont un petit peu tardé, le secteur du luxe a un petit peu tardé, alors que sans doute le retail et les médias ont été parmi les premiers à bouger. Mais on arrive aujourd'hui à un moment de prise de conscience, je pense, assez important. En tout cas, moi, il est assez rare que je rencontre un patron dans l'entreprise qui me dit que le numérique n'aura aucun impact sur son business. Toutes les entreprises aujourd'hui perçoivent que même si elles sont très physiques, elles vont devoir changer ça parce qu'à minima, les standards, les attentes de leurs clients ont été influencés par leur consommation numérique et qu'ils doivent bouger. Donc, il n'y a pas, à mon sens, de véritable question de est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Ils ont bien évidemment le choix de ne pas bouger, mais ils en paieront le prix. Et je souhaiterais leur passer le message que allez-y maintenant, parce qu'effectivement, il y a un vrai enjeu de business pour votre entreprise. C'est quand même une source de création de valeur absolument importante. On parle de crise un peu partout sur la planète aujourd'hui. C'est un levier de croissance extrêmement puissant, extrêmement important. Donc il faut s'en saisir. Il y a énormément d'innovations qui sont encore à réaliser. Et par ailleurs, il faut y aller également parce qu'elles ont un rôle à jouer, comme on s'est dit là à l'instant, dans le modèle de société qu'on invente. Les bouleversements sont si profonds qu'on est véritablement en train de transitionner vers un nouveau monde et leur entreprise a évidemment un rôle à jouer là-dedans
en partenariat avec tout un tas d'autres acteurs dont les frontières sont maintenant beaucoup plus floues. Donc vous n'avez pas le choix, il y a une énorme opportunité business pour vous à y aller, et puis il y a un enjeu citoyen et un enjeu humain derrière tout ça à y aller. Merci beaucoup Leïla. Donc je voudrais vous passer la parole. Simplement levez la main et dites-nous qui vous êtes pour qu'on puisse savoir d'où vous venez aussi. Si vous êtes sur les tables, vous avez des micros que vous pouvez utiliser en appuyant sur la touche rouge. Donc à vous la parole. Voilà. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je m'appelle Marie Alibert, je travaille chez EDF pour ma vie professionnelle et puis dans ma vie personnelle, je suis porte-parole d'une association qui s'appelle Oser le féminisme. J'avais une question qui est que vous avez beaucoup parlé de l'adaptation des modes de travail et du temps de travail même aux femmes pour promouvoir leur carrière et pour qu'elles puissent accéder à des responsabilités. Et à la fois je trouve ça très bien et en même temps je m'interroge un peu. Il me semble que c'est une réflexion qui est bancale si en parallèle on ne repense pas la répartition des tâches dans l'espace domestique entre les femmes et les hommes, et si les hommes ne se sentent pas aussi investis d'un rôle de nous laisser de la place en nous aidant aussi à ne pas tout faire en fait, parce que si on ne repense pas les rôles à la maison et si on ne repense pas les rôles domestiques, on se retrouve dans une situation où non seulement les femmes assurent au travail, puisqu'elles le font, mais en plus elles assurent à la maison, donc elles font tout. Et donc je voudrais savoir ce que vous pensez du rôle des hommes là-dedans. Alors, est-ce que dans notre débat, ce sujet-là est quand même crucial? Très rapidement, oui, bien sûr. Hein, on répétait depuis tout à l'heure que c'est une question de société, donc il faut prendre cette question avec l'ensemble des prismes et des facteurs qui la composent. Je disais très brièvement dans la petite présentation que je vous ai donnée que les conditions, donc et la pression dans le secteur numérique est assez forte, et on sait très bien que les femmes sont effectivement moins aidées pour gérer le reste de leur vie. Il y a des statistiques tout à fait saisissantes sur le sujet, et a fortiori quand on arrive sur des postes à responsabilité, la plupart, je crois que c'est de l'ordre de 90% des femmes qui ont des postes à très haute responsabilité dans les entreprises du numérique déclarent avoir un conjoint qui ne travaille pas ou qui a fait le choix d'adapter sa vie professionnelle pour pouvoir s'occuper davantage des enfants, de la maison, etc. Et bon, alors ça vaut ce que ça vaut, mais moi, à titre personnel, je le vois effectivement au quotidien. J'ai aussi 2 enfants, et même si je ne suis pas à la tête d'une très grande entreprise, je suis à la tête d'une entreprise, et je ne peux le faire que parce que mon conjoint aussi a un travail extrêmement flexible et qui prend sur lui de faire plein de choses. Donc c'est évidemment une réflexion tout à fait globale, et il serait illusoire de se dire tout simplement on va adapter les aires de travail et puis comme ça on va bien rester dans la situation actuelle, rien ne va changer, mais elles pourront aussi venir travailler. Nathalie? Oui, moi je pense que quand on réfléchit à la transformation du monde dans lequel on est, il y a une chose qu'il va falloir qu'on redéfinisse, c'est le temps de notre carrière. On sait tous qu'on vit fortement plus longtemps, on va travailler tous plus longtemps parce que sinon de toute façon on ne pourra pas avoir une retraite. On a bien compris que le temps de travail dans une vie, dans une carrière allait s'allonger. Je pense qu'on est beaucoup trop stéréotypé, là encore une fois, dans une carrière linéaire qui ne se conçoit que dans une pente ascendante. Alors que finalement, le temps d'un homme ou d'une femme dans une vie professionnelle va avoir des moments où il va falloir baisser un petit peu la garde, d'autres moments où on peut accélérer. Moi, je suis au moment où mes enfants quittent le nid, et donc je vois que j'ai un moment là où je peux très fortement me réinvestir. Mon mari, lui, a eu une carrière un peu pro, on n'a pas eu le même type de fonction, on a tous les deux continué à travailler enfin pas mal. Lui, il a un moment où il a un peu envie, parce qu'il a dû compenser quand même pas mal à certains moments où moi je devais avoir les enfants bas âge, etc. Lui, il est dans une phase où il a envie de freiner un peu. Et je pense que, et c'est en fait ce que je constate aussi dans mon entourage, donc je pense qu'il va falloir qu'on soit prêt à admettre, et c'est vrai des individus comme des organisations, qu'il y a des moments d'investissement fort, il y a des moments où on peut être plateau, des moments où on peut descendre de la toupie pour y remonter plus tard. C'est extrêmement compliqué dans les stéréotypes dans lesquels on fonctionne encore aujourd'hui, mais je pense que ça fait partie des éléments d'adaptation sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Absolument. On a fait une étude il y a 2 ans chez Jump sur effectivement le rôle de ces pères pionniers, de ces conjoints pionniers.
qui effectivement sont là aussi pour adapter leur investissement professionnel en fonction de la carrière de la femme. Vous avez trouvé d'ailleurs ces études sur les porte-documents que vous avez à l'extérieur des salles. Et d'autre part, cette façon finalement de travailler avec des carrières entrecoupées, avec des temps de vie qui sont différents, c'est un nouveau modèle de société, une nouvelle approche du travail. Oui, je voulais juste aller dans ce sens, c'est-à-dire que je pense que au niveau des mœurs, on y est. Je crois que moi je suis avec la GMOI toute la journée. Ils n'envisagent leur carrière que justement avec des cycles plus ou moins courts, plus ou moins longs, en fonction des priorités revisitées, avec une envie en plus de découvrir des univers professionnels extrêmement variés. Donc aujourd'hui, je pense que c'est simplement un décalage justement entre les entreprises d'hier et les entreprises d'aujourd'hui. C'est-à-dire les entreprises d'hier qui n'intègrent pas ces nouveaux rythmes de vie, je dirais une nouvelle sociologie face au travail, et celles qui ont compris qu'aujourd'hui, on peut aller chercher des talents qui ont 55 ans parce qu'ils auront une expertise spécifique, et peu importe s'ils se sont arrêtés 20 ans à partir du moment où, au moment où on en a besoin, ils ont la bonne expertise, parce que les gens peuvent se réinvestir à des très hauts niveaux à 50 ans, même après 20 ans, avoir fait de la plongée sous-marine à Tahiti. Donc ce que je crois que c'est, encore une fois, c'est les organisations qui vont devoir prendre la mesure de ce que c'est d'aller trouver et d'attirer les vrais talents au moment où elles en ont besoin. Voilà, aujourd'hui il n'y a plus de carrière linéaire, ça n'existe pas. En fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, on passe d'un modèle à une organisation pyramidale avec une hiérarchie, etc., à une organisation plus en réseau. Et donc, justement, le pouvoir des décisions n'est plus tout sur le même individu qui doit supporter un charge de travail très important, qui l'oblige donc à avoir quelqu'un d'autre pour gérer le personnel. On va dans d'autres distributions de décideurs. Et je pense que cette organisation du travail n'est pas encore arrivée dans le gros de l'industrie. Elle arrive avec difficulté dans le digital, mais je pense que dans le bâtiment, dans d'autres secteurs, c'est toujours une organisation plus classique. Alors, un dernier point très rapidement. Parce que je trouve effectivement qu'on puisse permettre à la salle de poser d'autres questions. Tout à l'heure, on avait évoqué le fait qu'il était indispensable de redéfinir les KPI de performance. Sur ce sujet-là, de manière en miroir, il faut qu'on redéfinisse ce qu'on appelle les référentiels et les compétences au travail. Alors, on ne cherche plus la même chose aujourd'hui pour performer dans cette économie-là, et donc on ne va pas forcément uniquement regarder les marqueurs d'expérience traditionnelle. Donc il y a tout aussi un travail, plutôt du point de vue RH, sur quels sont les nouveaux indicateurs et les nouveaux référentiels de compétences dans cette économie-là. Ça, c'est tout à fait un point très important que effectivement, les fonctions RH des entreprises prennent en charge justement ces différences de façon de faire des carrières, d'attirer des talents. Et c'est vrai que quand on voit la photo que tu nous as montrée tout à l'heure sur les banquiers de la nouvelle économie, en tant que femme, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur effectivement ce même type de métier. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Mademoiselle. Merci pour le mademoiselle. Bonjour, je suis Virginie Diastagnan du groupe L'Oréal. J'aurais une remarque à faire, alors peut-être qu'il ne fonctionne pas. Vous m'entendez? Oui, on a un problème visiblement. D'accord. Attendez, c'est que vous en... C'est bien. Si ça marche. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Très bien. Donc voilà, moi j'aurais une remarque à faire d'un point de vue plutôt culturel. J'ai compris que le Forum Jump est un forum européen et j'ai eu la chance dans ma carrière de travailler en Norvège, dans les pays nordiques. Donc ma question c'est, ne pensez-vous pas que les débats que nous avons notamment sur la partie freestyle, présentéisme, etc., soient quelque part une spécificité française? Parce que je dois dire que j'ai eu un profond choc culturel en rentrant en France. Pourtant je l'avais vécu plus de 20 ans. Et pour avoir vécu en Inde et en Norvège, ce sont des débats qui sont d'un autre temps, on n'en parle plus. Donc la question c'est pourquoi on en parle encore en France, pourquoi c'est un sujet, alors que nous sommes en pleine accélération et que ça constitue un réel frein. Donc quelles sont vos préconisations pour que nous puissions parler du passé, j'ai envie de dire en 5e, quand on est encore au point de...
Merci. Je fais, enfin, travaillant donc les positions que j'occupe, j'ai 14 collègues qui ont les mêmes fonctions que moi, donc c'est du Microsoft dans les grandes entreprises, partout dans le monde. Effectivement, on a des indicateurs précis d'utilisation de technologies qui démontrent qu'on est effectivement en France un tout petit peu handicapé par rapport à cela. Mais ça peut se corréler aussi au fait que, je pense que vous avez probablement ces études, on a un pourcentage de télétravail en France qui est en retard par rapport à ce qu'on se constate ailleurs. Et je pense que ça correspond aux mêmes problématiques. Et là, c'est une vraie révolution culturelle qu'il est nécessaire de faire. C'est repenser comment on considère aujourd'hui la légitimité de la position de manager. Nous avons fait pas mal de travail avec nos managers parce qu'on a, quand on a déménagé notre site, on a décidé de lancer un programme qui est la totale flexibilité. C'est-à-dire qu'un manager et son collaborateur se mettent d'accord sur la façon dont la personne va venir travailler. Donc la seule exigence que l'on a, c'est que les gens soient présents pour les meetings d'équipe. Et sinon, les gens peuvent travailler chez eux, etc. Et ça a demandé beaucoup d'accompagnement parce que c'est vrai que nos marqueurs culturels, alors on parle de faire l'histoire de la France, mais il faut qu'on est un tout petit peu handicapé de ce point de vue, certain. Alors, excusez-moi, je rajouterai juste un point concernant l'exemplarité par le haut. Parce que je pense également que ce qui fonctionne dans les pays nordiques, lorsque je compare les deux, c'est que lorsqu'on a un patron de pays qui prend la responsabilité de partir à 16 heures, il montre le chemin. Et en France, effectivement, cette culture de présentéisme, elle vient un peu du haut. Donc peut-être qu'il faudrait que ça change, voilà, que les leaders montrent le chemin pour que ça aide les collaborateurs à suivre. Merci pour cette question, elle est très intéressante. Mais là, je voudrais savoir, parce que finalement, dans cette économie du numérique, quand on parle de présentéisme, on n'est pas sur finalement un facteur culturel, on est sur une manière d'aborder finalement le travail à travers le prisme du digital, de la culture des startups. Voilà, on a finalement ce comportement de présentéisme dans l'activité même de l'économie numérique. Au-delà justement de cette question que vous posez, de la différence du présentéisme. Oui, cette question du présentéisme, elle est particulièrement criante dans le secteur de l'activité numérique. Pas qu'en France, c'est vraiment global. Pas qu'en France, l'étude à laquelle moi je faisais référence tout à l'heure est une étude d'ailleurs plutôt américaine. Moi ça m'interroge toujours, je n'ai pas très bien compris ce qui se passe derrière ça. Et au-delà même du présentéisme, le fait qu'on se sente l'obligation d'être présent, même qu'on est absent, en répondant à un email à 12h30, c'est dans la même logique. Donc je ne suis peut-être pas au bureau, mais si de toute façon je dois démontrer que je suis derrière mon téléphone, il y a cette culture du always on, du 24/24 qui est derrière. Je vous rejoins sur l'exemplarité par le haut. En fait, il faut complètement réinventer la manière dont on travaille. C'est une petite anecdote personnelle. Quand j'ai eu mon premier enfant, mon patron, vers qui je me tournais en disant j'ai un petit peu de difficulté là avec la gestion de mon temps, j'arrive pas à faire rentrer ma journée dans tout ce que je dois faire dans ma journée. Il a eu la présence d'esprit de me dire arrête de vouloir faire ce que tu faisais avant avec moins de temps, tu n'y arriveras pas, fais tout complètement différemment et arrête de penser que tu vas rester tard le soir sinon tu ne verras jamais tes enfants, donc tu pars à 6h30. Et effectivement, le fait d'avoir un patron qui me dit que c'est ok de partir et qu'il faut surtout que je change mon logiciel complètement, que je travaille différemment avec les autres pour faire encore plus, parce qu'il était évidemment pas question que je travaille moins, mais que je fasse encore plus avec moins de temps, ça m'a beaucoup aidé. Merci. Madame. Choisissez votre patron, effectivement, Nathalie. Bonjour, merci pour ces interventions qui sont très inspirantes. Je m'appelle Anita Iriart-Sorondo, je travaille chez Orange. Alors on a différents dispositifs dans notre entreprise pour accompagner les femmes dans leur évolution au sein de l'entreprise. On constate malgré tout qu'il y a encore des grosses difficultés, notamment en matière d'accès à des postes à haute responsabilité ou même à responsabilité. Il y a de vrais plafonds de verre. Et l'une des questions que je me posais en vous écoutant, c'est est-ce que dans vos différents parcours, expériences, vous avez mis en place au sein des organisations dans lesquelles vous travaillez, ou est-ce que vous avez préconisé des modalités de détection de potentiel différenciées pour permettre aux femmes d'émerger? Parce que les revues de personnel classiques, on se rend compte qu'elles sont dans la reproduction.
Emmanuel, est-ce que l'économie digitale peut être au service justement de la détection des potentiels non genrés? On va revenir un petit peu sur la question de la mixité du coup dans le numérique, parce que aujourd'hui, quand on parle de la question de la mixité dans les fonctions numériques, l'entreprise, souvent en tout cas celles qu'on rencontre, un certain nombre d'entre elles, nous posent souvent la question du recrutement comme étant un peu centrale de leur démarche de mixité. Et nous de répondre, alors oui, tout à fait, mais là vous vous confrontez à une bataille sans fin, parce que le vivier est quand même très limité. Alors là, je parle des compétences purement techniques, ingénieurs, data scientists, développeurs, etc. Mais on peut se placer aussi sur ces approches-là. Et en fait, nous de recommander de créer vraiment des parcours de mobilité interne sur des métiers d'avenir et qui vont être visibles et stratégiques pour l'entreprise, qui nécessitent souvent un petit update de compétences, mais on va justement identifier des femmes qui ont des potentiels et qui en ont l'envie, on va aussi accompagner l'envie, et créer des vrais parcours pour que dans 2, 3, 5 ans, on les retrouve au bon endroit. Donc là, j'invite les organisations à prendre le sujet aussi justement dans la capacité en interne à identifier là où il faut accompagner les femmes pour qu'elles restent compétitives. Et autre chose, je pense que là, on revient sur la question des stéréotypes et sur le fameux Is she strong enough, parce qu'aujourd'hui, il y a encore une incitation très forte qui est envoyée aux femmes, parce que nous, les programmes d'accompagnement pour les entreprises, on nous demande de designer, elles sont vers les femmes, et on dit oui, alors on va les encourager à oser, super, mais si l'environnement reste encore un environnement où l'évaluation du risque est toujours pondérée au détriment des femmes, on ne va pas y arriver. Donc il y a une vraie nécessité de, selon moi, accompagner la direction générale et le top management à prendre justement des risques et d'être dans une politique du risque accompagnée de telle manière à ce que les rôles modèles évoluent, soient beaucoup plus divers et qu'il y ait une massification de la présence des femmes dans des fonctions importantes. Merci Emmanuel. Alors, je prends une dernière question, et puis après on fera le close-up de cette session. Vous avez eu le temps de faire un coffee break. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je suis Valérie Rocagel, je suis associée dans un cabinet RH. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'identification des talents et de la compétence, moi j'ai été sidérée, ça fait longtemps que je suis dans le métier de RH, donc j'accompagne les femmes, mais aussi les hommes, avec des changements et pas forcément toujours dans le bon sens. Et sur des processus effectivement d'évaluation du talent, on a voulu mettre en place un dispositif qui soit plus basé sur la compétence, on parle beaucoup d'assessment center, et je suis très très surprise de voir dans beaucoup d'entreprises sur des processus qui se veulent vertueux, que finalement, à un certain moment, on perd les femmes. On parle des femmes dans ces dispositifs d'assessment center parce qu'on va baser les évaluations sur des soft skills, sur quelque chose qui est très comportemental, on parle d'assertivité, de leadership, et en fait, c'est plus une coloration, un peu de rapport de force. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve sur des quotas, j'avais fait une analyse sur des fonctions de management, on était à peu près à 50-50, et brusquement, après un assessment center, on perdait, on se retrouvait seulement à 20% de femmes qui réussissaient à passer cette part de l'assessment. Et pour accompagner aussi des startups et puis pas mal de personnes en coaching, là, plutôt sur des fonctions dans les DSI, je pense que c'est un vrai sujet, cette notion de dominance-soumission, de rapport de force, qui a à repenser, à réfléchir, parce que c'est là aussi qu'on les perd. Voilà, c'était plus que... Merci beaucoup pour votre contribution, et c'est tout à fait exact de travailler sur les biais, en fait, dans le cadre de l'évaluation, effectivement, du potentiel féminin. Alors, comme vous avez levé la main quand même depuis un moment, est-ce que vous pouvez transmettre le micro? Je vais vous demander. Ah bah oui, Je suis Anne-Valérie Troy, je travaille chez Total et Développement Durable. On a beaucoup parlé de la pression et du présentiel, mais je pense qu'effectivement, comme la dernière intervention, un des éléments qui me paraît même peut-être plus important que la problématique de temps, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le fait que les femmes soient plus sensibles au feedback négatif. C'est-à-dire cette pression qui fait qu'à un certain niveau de poste, on attend de plus en plus de pression dans le sens feedback, pas de temps de travail, pas de disponibilité,
qui fait que les femmes se mettent en recul. Alors, Nathalie, peut-être, oui, là je peux. On en a parlé quand on travaillait absolument. Oui, absolument. En fait, moi j'étais confrontée à cette situation. Parce que quand on dirige, moi j'ai un business, $1 milliard de business à sortir, et chez Microsoft, quand on ne fait pas un trimestre sur sa performance, bon, on dit ok, il faut expliquer, qu'est-ce qui se passe, plan correction of error. Déjà, ça met un peu la barre à l'événement. Puis ensuite, deuxième trimestre, ouais, mais ça va pas, il faudrait quand même regarder le truc. Et j'ai été donc confrontée à cette situation-là il y a 3 ans. Et moi, je prenais vraiment les choses très à cœur. Et j'ai eu un patron qui m'a dit, mais surtout, pourquoi tu prends ça personnellement? Il n'y a rien de personnel, il y a des difficultés, ok, qui peut t'aider, tu ne vas pas y arriver toute seule, de toute façon, il ne faut pas que ce soit ton problème, prends rien personnellement. Et ça a été un très bon coaching, et que je partage là, ça peut-être un peu d'autres, mais je pense qu'on a une petite tendance à immédiatement penser que, comme à la maison, quoi. Donc, je sais pas, on a oublié d'acheter des trucs, on pense à votre famille. Enfin, je pense que je ne veux pas tomber dans le stéréotype, mais c'est quand même ce que je constate assez aisément. Je vois que certaines souris, donc ça doit faire référence à 2-3 comportements qui ne sont pas que les miens. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire autour de ça. Et je pense qu'entre femmes, en tout cas entre femmes, hommes, il n'y a pas de raison de dire que ce soit que les femmes, je pense que le mentoring et être conseillé et accompagné, en particulier quand on prend des fonctions où on sait que on n'a pas fait avant, qu'on est dans cette phase d'accélération, de promotion, on ne peut pas y arriver toute seule, il faut se faire accompagner, ça peut être des coachs extérieurs, ça peut être en interne quand les entreprises sont bien organisées pour le faire. Nous, on a mis en place des sujets autour on a mis en place une pratique que je trouve super intéressante qui est le cross-mentoring. C'est-à-dire pour pas que ce soit une femme et son mentor, mais plusieurs femmes qui ont une même problématique avec un mentor commun, parce que déjà ça crée un petit groupe et qui peut comme ça se sentir plus à l'aise de poser des sujets. Mais il faut mettre ça en place parce que c'est compliqué et c'est vrai qu'on tombe très vite dans le stéréotype soi-même qui est ouais c'est vrai que je ne vais pas y arriver ou c'est compliqué et puis mon patron m'a dit ça et je ne dois vraiment pas être à la hauteur. Donc il faut effectivement être très vigilant sur ce point pour ne pas se perdre en route. Moi j'appelle ça le syndrome du bien mi-faux chez les femmes. Merci beaucoup Nathalie. Je vais vous inviter à faire un break maintenant, simplement pour terminer quelques mots. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons souhaité chez Jump mettre ce sujet à l'ordre du jour, parce qu'effectivement il n'y a pas assez de femmes dans l'économie digitale aujourd'hui. Et nous avons collectivement la responsabilité, que ce soit au niveau individuel, au niveau des entreprises, au niveau des pouvoirs publics, de parler de ce sujet-là. Parce que si nous n'avons pas des jeunes femmes qui vont dans ces formations aujourd'hui, eh bien ça veut dire que depuis 20 ans, nous faisons des efforts en faveur de la mixité et nous allons vers un recul majeur du rôle des femmes dans les organisations de la nouvelle économie. Donc merci beaucoup. Et je vous invite à